Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Follow Me. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir une podcasteuse, Anne Francin, qui fait partie du label Orso Media, que vous connaissez bien maintenant si vous écoutez Follow Me depuis le début. Salut Anne, tu vas bien ? Salut Christopher, ça va ? Alors première question que je pose à tous les podcasteurs, podcasteuses qui arrivent, qui sont en face de moi dans Follow Me, ça fait quoi de se retrouver à cette place-là, à la place de l'invité ? Oui, c'est vrai que c'est un peu bizarre de renverser les rôles, mais c'est pas la toute première interview que je fais. Ok. C'est pas non plus la 26e. Et c'est pas la dernière, voilà. Non, mais j'aime bien. En fait, je me disais en venant justement que je me sentais déjà légère parce que j'avais pas de matos dans mon sac à dos. J'avais même d'ailleurs pas de sac à dos du tout. Je suis venue avec une banane. C'est vrai. Il faut dire que pour la petite histoire, tu t'es fait un petit peu mal aussi au yoga, donc c'était bien que tu viennes le dos léger. Donc déjà, je me suis sentie légère en termes de poids sur mon dos et la tête légère aussi, tu vois, parce que je suis pas du genre à super préparer ce que je vais dire non plus. Je me laisse un peu porter par tes questions à toi. Mais du coup, j'ai pas hyper préparé. Ok. Donc je viens légère. T'as rien préparé ? Non, je rigole. Arrête de mettre la pression. Non, mais évidemment, il ne faut rien préparer en tant qu'invité quand vous venez dans Follow Me. Question traditionnelle dans Follow Me, on aime bien savoir un peu les créateurs de contenu, d'où ils viennent, quel est leur background, comme on dit, voilà, c'est de manière assez moche d'ailleurs. Ouais. Donc voilà, Anne, d'où tu viens, où est-ce que tu es née, tu étais quel type d'élève étant plus jeune ? Alors, je suis comme le camembert, c'est pas très sexy. Comme le beurre peut-être, 100% normande. Ok. Donc de quel coin, Normandie ? Je viens de Normandie, de Rouen. Ok. Pas très sexy non plus. Oh, c'est une très jolie ville. Mais quand tu le dis avec l'accent de là-bas, ça fait je viens d'Arouen. J'ai jamais remarqué qu'il y avait un accent peut-être pas dans le rouennais. Rouennais, si, il y a un accent rouennais, il y a un accent du coin. Ouais. Ok. Bon, bref, j'ai pas l'impression que tu as un accent en tout cas. Non. Ok. Donc je viens de là-bas, j'ai grandi, tu vois, je suis une famille très sédentaire. Donc mes parents sont encore là-bas, mon frère habite encore là-bas, juste à côté de chez mes parents, et donc je retourne encore régulièrement les voir. Voilà, donc c'est vraiment une origine de racinaire, tu vois. Ok, on sent que ça te plaisait moyen. Ouais, j'avais très envie de partir très vite. Mais aujourd'hui, je suis très heureuse de retourner là-bas. Tu vois. Surtout que c'est à côté de Paris, donc c'est super rapide d'y aller. Hop, et puis tu prends ta voiture, en 5 minutes, t'es dans la forêt et tu respires. Mais oui, moi, j'avais qu'une envie, c'était de venir à Paris. Ouais. Quand j'avais, tu te voyais pas finir tes jours. Mais oui, parce qu'en plus mon père est parisien, mais il déteste Paris. Et donc quand je venais à Paris, quand j'étais gamine, parce que j'ai de la famille à Paris, je repartais, je voulais absolument rester à Paris, tu vois, je repartais avec les étoiles dans les yeux. Paris la nuit, pour moi, c'était un fantasme, mais vraiment, tu vois. Et le premier jour où je suis venue à Paris, j'ai eu 18 ans, la même année, le bac, le permis, 18 ans. Donc je suis partie vite. Et la première nuit, tu vois, que j'ai passée plus chez moi, mais dans un appart à Paris, c'était, tu te sens libre, quoi. Enfin, tu vois. Bref, donc je viens de là. Ok. Et j'étais une élève, comme aujourd'hui toujours, mais c'est une espèce de syndrome qui me colle comme ça, sur lequel je travaille, une bonne élève. Alors c'est quoi une bonne élève ? C'est-à-dire que je suis très perfectionniste, tu vois, très appliquée. Voilà, si j'avais la note un peu en dessous, tu vois, c'était... Ouais, toujours fallait que je fasse les choses vraiment bien, voilà, appliquées, que je sois en avance. J'ai toujours ce truc de m'avancer, donc j'ai su lire très tôt. Je suis arrivée dans les petites classes, je savais déjà lire. Et puis, il fallait que je m'avance. Je me souviens, les devoirs, il fallait toujours que je fasse mes devoirs, c'est X jours à l'avance. Et que je... l'inverse de moi. Non, mais c'est des typologies de caractère, tu vois. Alors après, est-ce que c'est... Enfin, de quelle façon j'étais influencée par mon contexte ou quoi, et mon conditionnement, je sais pas. Mais ouais, j'ai ce truc vraiment d'être la bonne élève. Mais c'est bien, mais pas bien. C'est bien parce que tu vas au fond des choses, tu es sérieuse et tout ça. Mais il y a le côté un peu trop sérieux, déjà. Et puis, il y a le côté, tu perds du temps sur plein de tâches du quotidien aujourd'hui, quoi. Ça veut dire que si je pousse le truc au bout, je vais envoyer un email.
mais je vais mettre plus de temps, peut-être que la moyenne à envoyer mon mail, parce que je vais le relire, je vais corriger toutes les petites fautes, je vais changer un mot, puis je vais le relire encore, et puis tu vois. Mais c'est bien ça, aussi. Oui, mais alors c'est marrant, tu vois, que je parle de ça. Ma dernière invitée, alors l'épisode sort demain. Ok. C'est la update actu pour moi. Nous sommes le 9 septembre. Hein, voilà, donc l'épisode sort demain le 10 septembre. Donc quand l'épisode de Follow Me sortira, l'épisode sera déjà sorti. Donc je peux dire déjà qui c'est Jenny Chamas qui est coach. Exclusivement de femmes et elle parle de ça, de ce syndrome de la bonne élève, et elle donne un tips qui est vraiment cool et que j'essaye de mettre en place dans mon quotidien, comme ça je le partage, qui est le tips du 80%. Donc c'est de se dire, en fait un 100% c'est difficilement atteignable parce que ton 100% c'est pas le 100% de quelqu'un d'autre. Donc ton 100% à toi, tu le revois à la baisse et tu fais 80%. Et tu fais ça pour tout en fait. Et comment tu arrives à trouver à quoi correspondent ces fameux 80%? Tu vois, sur un mail par exemple. Ta dernière relecture, en fait, tu la fais pas. Et puis s'il y a un mot qui est pas celui que tu voulais, ou une virgule, t'en fais que 8. Voilà, c'est un exemple un peu, un peu, je sais pas si c'est le meilleur exemple, mais en gros, c'est un peu ça. C'est avoir quand même une vision, une compréhension du temps que tu perds potentiellement. Et ouais, cette dernière relecture, ce dernier truc que tu veux faire, parce que ce dernier mail que tu veux envoyer avant de fermer ton ordi, ce dernier truc, tu vois. Mais est-ce que ce 80% ne sera pas ton nouveau 100%, tu vois, au fil de l'eau? Mais tu vois, par exemple, j'essaie de le mettre en place quand je fais du montage. Ouais. Moi, je fais du montage avec mes petites mains et tout. Quand je fais du montage, parce que le montage, on peut passer un temps de malade. Et c'est infini. Tu vois, tu peux monter de façon infinie. Ah, mais bien sûr. Et donc là, il y a vraiment de l'amélioration, de l'optimisation à faire. Il y a un moment où il faut arrêter. Voilà. Et si c'est pas parfait, c'est pas ton parfait. On va en reparler après. Voilà, mais c'est un bon exemple. Tu as l'impression du coup d'avoir perdu du temps dans ta jeunesse, peut-être des choses que tu n'as pas faites par excès de... Ok, alors à cause de quoi? Dis-nous. Non, si, je pense que j'ai perdu du temps pour d'autres raisons, parce que, comme plein de gens, je me suis orientée vers des directions qui ne me faisaient pas plaisir qu'à moi, mais tu vois... Tu as voulu faire plaisir aux autres. Faire plaisir pour que les parents soient contents, pour que tu choisis une voie qui ressemble à celle qu'ont prise ton frère, ta sœur, tes cousins. Alors, quelle était cette voie? La voie tellement banale, mais en même temps... Voilà, d'une école de commerce. Il y a tellement de gens qui font des écoles de commerce, mais aussi... Donc, je ne suis pas en train de cracher dans la soupe parce que je pense que ça te forme et ça te fait garder cet esprit quand même d'ouverture. L'école de commerce, c'est loin d'être une formation... ouais, oui, c'est pas une spécialité dans laquelle tu vas être enfermé. Effectivement, ça peut mener à beaucoup de choses. Ça peut mener à beaucoup de choses. Donc, ça garde quand même ton esprit ouvert, même si globalement... Quand t'es une meuf et que tu fais une école de commerce, après, tu fais du market ou de la com. Je schématise et c'est pas cool. Ou un peu de RH. Ce qui est dommage. Parce que les meufs peuvent faire aussi de la finance et monter des boîtes. Faut-il le préciser. Voilà. Mais majoritairement, c'est pas encore le cas. Donc, tu te retrouves dans la com, ce qui m'est arrivé, comme beaucoup de meufs. Et là, tu peux te retrouver un peu enfermé, pour le coup. Donc après, l'avantage de la com, c'est que tu fais de la com pour plein de boîtes, pour plein de clients qui ont des activités très différentes. T'étais en agence? En agence. Agence de com, ouais. Donc c'est pas pour autant que tu vas devenir une experte en banque ou en assurance, ou voilà, mais tu touches un peu à différents domaines en fonction des clients. Un peu tes horizons. Ouais, je trouve que ça élargit un peu tes horizons, et moi j'aimais bien en tout cas connaître mes clients, savoir pour qui je travaillais, connaître vraiment, creuser un petit peu leur activité pour être plus pertinente évidemment sur mes sujets, mais j'ai toujours aimé être polyvalente. Et encore dans ma vie aujourd'hui, je pense que alors, ça me représente bien. Donc ça veut dire qu'à l'époque tu étais dans cette agence de com et que tu voulais aussi développer d'autres compétences à côté, c'est comme ça qu'il faut le comprendre? Dans cette volonté d'être polyvalente ou... Alors, c'est assez vite arrivé, ouais. Ok. Ouais, c'est assez vite arrivé. Déjà, je suis rentrée... j'ai fait quelques détours, donc je ne vais pas tout raconter en détail, mais j'ai fait quelques détours. Je suis arrivée... Donc, je sortais quand même d'école de commerce, donc je pouvais entrer dans une école de com, dans une boîte de com, tu vois, généraliste, et faire de la com, de la pub, de la com, voilà. Mais ce n'est pas le chemin que j'ai pris tout de suite. J'ai pris un peu un chemin de traverse parce que je voulais travailler très vite. Je voulais être indépendante très vite financièrement, en fait. Donc, je voulais travailler.
Et j'ai pris un peu un chemin de traverse qui m'a fait aller sur des voies plutôt de logistique. D'accord. Donc la logistique dans la com événementielle, ça va être des trucs pas sexy trop, de l'accueil, la sécurité, des transferts, stands, des transports et des machins comme ça. Ouais. Okay. Donc c'était... Très terre à terre. Voilà, et en fait ça correspondait à mon côté super organisé, bon élève, tu vois, avec des tableaux, des trucs bien carrés, des choses comme ça. Et quand je suis arrivée en agence, du coup j'ai commencé comme ça et j'ai très vite bifurqué vers du projet et de la création de contenu parce qu'en fait c'est ça que j'aime faire. D'accord. Donc c'est comme si tu veux, le cadre de la logistique me rassurait. On y vient, mais oui, on y vient. C'est un peu long, mais on y vient. Et mais que non. Petit à petit, j'ai à l'intuition aussi, hein, parce que pour moi, la logistique, c'était pas possible d'en faire pendant des années. Ça me rendait pas très heureuse au final, même si c'est des gens qui font ça très bien. Et donc j'ai bifurqué vers le contenu. Et dans cette même agence, j'ai donc commencé là, puis j'ai fait du projet, puis j'ai fait du développement. Et oui, c'est ça que j'aimais bien faire, parce que... Enfin, moi, c'est l'intérêt que j'y trouvais, jusqu'à ce que ça n'ait plus suffisamment de sens pour moi. Mais en tout cas, à cette époque-là, c'est l'intérêt que j'ai trouvé. C'est l'une des questions que je voulais te poser. Elle est peut-être un peu anticipée, on va dire, mais le sujet que tu peux avoir quand tu es en agence de com, c'est que tu travailles pour plein de causes différentes, plein de clients différents qui ont leurs propres valeurs, qui ne sont pas forcément les tiennes. Et tu peux parfois avoir des cas de conscience, de devoir défendre, ou faire la promotion de valeurs, d'actions qui ne sont pas compatibles avec les tiennes. Or, toi, Anne, on le découvrira après, mais tu es quand même quelqu'un pour qui les valeurs sont très importantes. Donc, est-ce que c'est ça qui t'a un peu aussi fait sortir de ce monde-là ? Complètement, c'est ça. C'est ça parce que déjà, il y a certains clients pour lesquels j'ai refusé de travailler. Je ne dirais pas les noms. Peut-être des secteurs, peut-être agroalimentaire. D'accord. Pharma. Voilà. Ok. Mais bon, au bout d'un moment, je ne pouvais pas dire non à tout non plus. Donc, je faisais des compromis avec moi-même et puis avec... J'avais quand même des patrons, accessoirement, qui étaient très sympas pour me dire OK à un certain niveau et puis après me dire là, t'es mignonne, mais ce client, tu vas le prendre. Et donc, il y a certains dossiers que j'ai commencé à refuser. Et puis après, dans les dossiers que j'acceptais, il y en avait où je m'éclatais, parce que j'y trouvais mon compte, ça avait effectivement du sens. Il y en avait qui étaient assez neutres, voilà, t'es pas d'accord avec tout ce que fait la boîte, etc. Mais il y a des valeurs qui sont, et des gens avec qui tu travailles, parce qu'on a quand même un métier où on travaille beaucoup avec les gens, et voilà, même s'il y a beaucoup de washing, qu'il soit greenwashing, qu'il soit feminism washing, qu'il soit mixité washing, tout ce que tu veux. Mais voilà, c'est le quotidien d'une boîte, on va dire une grosse boîte. Après, il y a d'autres clients, au bout d'un moment, ça collait plus. Ça collait plus avec qui j'étais devenue au bout de plusieurs années, au bout de 8 ans. Et... Parce que là, on est en quelle année quand tu commences à avoir un peu cette fatigue, on va dire ? On est en 2016, 15-16. En fait, au moment où j'ai commencé à enseigner le yoga. Ok. Enfin, c'était concomitant. Toi, en fait, tu nous as fait un great resign un peu anticipé. C'est vrai que il y a eu une grande vague non pas de licenciements, mais de démissions aux États-Unis, mais aussi en France. On en parle beaucoup ces derniers temps. Parce qu'on ne se sent plus en adéquation avec les valeurs de sa boîte. Toi, tu as eu cette prise de conscience 4-5 ans avant tout le monde. C'est lié aussi au développement du yoga, dont on n'a pas du tout parlé jusqu'à présent, mais tu vas nous raconter. Alors, oui, c'est lié au développement du yoga. Moi, quand je me suis formée, j'ai tout de suite commencé à enseigner, alors progressivement, mais... j'avais pas dans l'idée de tout de suite ne faire que enseigner du yoga, puis ça pour le coup c'était pas je me suis même pas posé la question une seconde, hein. Je me suis pas dit tiens ça y est j'ai ma formation, je vais tout plaquer et je vais me mettre à donner des cours de yoga toute la journée, tu vois. Comment c'était venu déjà cette arrivée dans le yoga? C'était assez progressif aussi parce que j'ai découvert le yoga au moment où je suis rentrée dans cette agence, donc c'est en 2009. Et donc, tout s'est fait de façon assez fluide. Après, j'ai eu un enfant. Et je crois que, mais ça c'est marrant parce qu'on en discute avec plusieurs de mes invités dans le podcast, le fait d'avoir un enfant, souvent chez les femmes, le fait de faire une pause aussi, si petite qu'elle soit dans ta carrière, fait que
tu as une prise de recul naturelle et tu portes un autre regard sur ce que tu fais tous les jours en allant au bureau. Et potentiellement, il y a une remise en question, parfois un petit peu existentielle, du sens que tu mets dans ce que tu fais et pourquoi tu te lèves tous les matins. Et moi, j'ai eu vraiment ce truc-là au moment où j'ai eu mon premier enfant. Et c'est juste après, quelques mois postpartum finalement, que j'ai fait ma première formation de yoga. Ok. Et ouais, parce qu'il n'avait pas encore 1 an, mon aîné. Et donc, et après, j'ai enseigné doucement et j'ai fait les deux pendant longtemps. J'ai longtemps été en legging au bureau. et comment ça ressemble à quoi une séance de yoga quand on est perfectionniste? Et bah, on arrive à se détendre? Non, mais ouais, là, j'ai vachement évolué là-dessus parce que je pouvais mettre un temps infini à préparer un cours. Et alors, je partais vraiment, j'avais des carnets, des cahiers, tu vois, et je fais tout, alors le titre du cours, et puis je mettais tout l'intro, le machin, je dessinais les postures, quand je reprends mes premiers cahiers, mes premiers trucs, tu vois, c'était vraiment un cadre qui me rassurait, mais que je mettais un temps infini à préparer, et tout, du début à la fin, puis je notais les timings, alors ça va prendre tant de temps, et ça tant de temps, tu vois, tout était vraiment hyper bordé carré. Aujourd'hui, j'ai une idée de ce que je vais faire, mais je peux arriver complètement à un cours en me disant, je crois que je vais faire un peu ça, et puis, alors il y a l'expérience qui fait que tu es plus à l'aise, mais il y a aussi le fait que j'ai lâché prise avec le fait de tout trop préparer et prendre beaucoup de temps, parce que ça peut être ça dans un cours de yoga, ça peut être ça aussi quand tu prends la parole à l'oral, le fait d'être trop attaché à ton support écrit. Ça peut être une source de stress pour toi, mais aussi du coup du stress que tu communiques à tes élèves. Ou tu laisses aussi pas la place à l'opportunité de la fulgurance de l'idée, tu vois, du moment en fait. Et tu vois, donc je travaille aussi là-dessus. Donc le yoga, n'importe quoi. Le yoga qui prend une place de plus importante dans ta vie, jusqu'à prendre plus de 50% finalement de ta vie, puisque c'est devenu ton occupation, ton activité principale, prioritaire, on va dire. La dernière année, les derniers mois en agence, faut pas trop leur dire. Peut-être qu'ils écouteront Follow Me. Ça me prenait 50% de mon temps. Ouais. Parce que je préparais aussi la suite et que j'avais accepté plus de boulot, plus de cours et tout ça. Donc oui, ça me prenait une grosse partie de mon temps. Et puis après, donc, j'ai fait une transition où je faisais que ça, yoga 100%. Et au bout d'un certain temps, mais je pense que ça a correspondu au confinement. Donc là vient le confinement. Donc 1 an et demi après, j'ai fait un an et demi, presque 2 ans, j'ai fait que ça. Donc prof de yoga. Prof de yoga, 100%. J'ai développé en fait ma clientèle. J'ai commencé à me faire un petit nom à Paris. Petite parenthèse, comment on fait là, quand on n'est pas connu dans ce milieu-là? T'as fait ta formation pour être prof de yoga. Comment tu fais pour avoir tes premiers clients? Alors, il y a plusieurs choses qui ne sont pas forcément les mêmes aujourd'hui si tu te lances que moi, il y a 7 ans. Ouais. À l'époque, j'ai fait beaucoup de présentiel, c'est-à-dire que j'allais prendre des cours dans les studios, j'allais parler avec les gens, je proposais de faire des remplacements, il y avait des groupes sur Facebook de remplacements de profs et tout ça, et je faisais plein de remplacements, bien avec c'était pas très bien payé et tout, mais bon, moi j'étais dans une optique de gagner en expérience, et puis de me faire plus connaître. Donc ça c'est vraiment pour bosser. J'avais loué une petite salle aussi moi où je donnais des cours à mes potes, parce qu'au début ça commence comme ça, tes potes et tes potes de potes, et voilà, donc ça c'était hyper rigolo. Et après, j'ai commencé à aller dans les studios, dire voilà, je suis prof, je donne des cours dans mon quartier, puis ailleurs, faire des remplacements et avoir des studios qui sont un peu plus pignon sur rue ou du coup qui sont plus vitrines pour toi après. Et il y a un autre truc hyper important, c'est de s'intégrer dans une communauté. Comme dans toute activité, le yoga, c'est une communauté pas si grande à Paris, même si ça prend de l'ampleur là depuis les dernières années. Mais c'est une communauté, comme la communauté du podcast, voilà. Et c'est pas mon fort non plus. Je suis pas quelqu'un de super communautaire, mais néanmoins,
ça aide vraiment le fait d'être intégré dans la communauté, d'aller prendre des cours avec d'autres profs, de se faire de lier des amitiés, de faire des choses en collab, de créer du contenu à plusieurs. Tu vois, ça, c'est super intéressant aussi parce que ça te sort de ta petite vision à toi, ça t'amène une autre expertise ou du moins une autre personnalité, de la complémentarité. Et entre autres, parce qu'on parle de ça aujourd'hui, mais sur la création de contenu, je me suis rendu compte que c'était bien sûr clé. Et c'est pour ça que je te pose la question en réalité, c'est que là on parle de yoga, mais c'est finalement des conseils et des astuces, entre guillemets, des façons de faire qui peuvent fonctionner aussi avec d'autres domaines qui n'ont rien à voir avec le yoga, dans le domaine de la formation, de l'accompagnement, du conseil. Si parmi les auditeurs, il y a des personnes qui sont créateurs de contenu ou qui veulent l'être pour nourrir aussi une activité, c'est intéressant de savoir aussi, comment on se lance en partant de zéro. Donc, je dirais aller taper aux portes, pas hésiter, aller un peu au-delà du syndrome de l'imposteur déjà, créer des collabs, créer des liens avec une communauté, s'inscrire dans une communauté, et puis après, qui était moins à l'époque, mais aujourd'hui c'est juste incontournable, c'est les réseaux. Les réseaux pas réels, et il y a ça, le physique avec les gens, le présentiel, mais les réseaux sociaux. Aujourd'hui, alors, on n'est pas tous obligés d'avoir 100 000 followers. Il faut avoir les bons followers. Voilà, suffit. Mais en tout cas, créer du réseau, et on l'a vu en fait au moment justement du confinement. Il y a eu une vraie bascule de plein de profs, pas tout le monde, mais de plein de profs, où on a su basculer très vite du présentiel au virtuel. Et ça, il fallait pouvoir le faire en fait. Il fallait avoir déjà la souplesse de le faire, l'envie. Il fallait être à l'aise déjà sur les réseaux, ce qui n'était pas le cas de tout le monde. Il fallait déjà avoir un peu de following, ce qui n'était pas le cas de tout le monde non plus. Tu es nouveau prof, tu te lances, faut tout créer. Sauf si tu es très connu par ailleurs. Je pense à quelqu'un, mais c'est pas grave. Sauf si tu es très connu par ailleurs, tu as déjà une grosse communauté sur un autre truc, tu te lances, les communautés, ça fait les vases communicants et ça fonctionne bien, mais si c'est pas le cas, et puis accessoirement, il fallait, pendant le confinement, c'était pas le cas de tout le monde non plus, avoir un espace disponible pour pouvoir donner des cours au calme chez soi. Mais donc ça, pour le coup, créer du contenu, en fait, changer complètement d'approche dans la création de contenu au moment du confinement, mais ça s'est fait du jour au lendemain, parce que les studios, ils ont fermé du jour au lendemain, parce que les gens se sont enfermés chez eux du jour au lendemain. Changer complètement d'approche et se dire, OK, mon cours, je ne vais plus le donner en présentiel. Comment je fais ? Quel support j'utilise ? Quel contenu je crée ? Quelle durée ? À qui je m'adresse ? Enfin, tout ça, il a fallu tout de suite, très rapidement, l'enclencher. Et quand ceux et celles qui ont su le faire, ça nous a vraiment... aider jusqu'à encore aujourd'hui, parce qu'en fait, encore aujourd'hui, les gens qui viennent sur mes événements, sur les retraites, les formations, les cours et tout ça, la moitié, ils viennent depuis le confinement parce qu'ils m'ont connu sur Instagram. Et pourtant, j'ai pas un following de dingo, mais en fait... Oui, t'as à peu près 4000 abonnés sur Instagram. 5000, très cher. 5000, ok, pardon. Ouais. Non mais voilà, mes notes ne sont pas bonnes. Mais c'est des gens qui me connaissent et je vois comme ça a été en tout cas utile. Et alors raconte-nous pendant ce confinement, qu'est-ce que tu as fait, c'était quoi toi pas ta technique, mais qu'est-ce que tu as fait en premier là pour un peu mobiliser ta clientèle, tes élèves sur une offre digitale, entre guillemets? Alors, ce qu'on a fait, parce qu'on était un peu dans l'urgence quand même, ce que moi j'ai fait comme beaucoup de mes amis, c'est qu'on est passé directement sur des cours sur Instagram en live. Ok. Insta Live. Zoom, en fait, c'est venu après. Il y a eu toute une première partie, le premier dur du confinement, tu vois, les X semaines, là, jusqu'au mois de mai, je crois. Insta, tous les jours. Tous les jours, des cours en live Quasiment. sur Instagram. Tous les jours. T'installes ton petit trépied, tu règles un peu la lumière. C'est ça. Et puis, on s'est... je pense qu'on a tous réagi comme ça, quoi, tous et toutes. Et ceux et celles qui ont choisi cette option-là, on a fait... avec le temps, alors on mettait notre musique. Moi, au début, je mettais la musique dans la pièce parce que
mais tu vois, et après, parfois, tu te fais couper ton live parce que les droits musicaux, tu vois ce que je veux dire. Donc, en fait, tu apprends en faisant aussi. Y a plein de trucs auxquels tu penses pas forcément. Le cadre, alors on a horizontal, alors t'as les gens qui disent bon, enfin, alors, non, alors ok, donc tu filmes en vertical. La première fois, tu te plantes. La première fois que j'ai posté, j'avais la tête à l'envers sur le truc. Non, mais tu sais, t'apprends en faisant parce que t'es un peu dans l'urgence, quoi. Mais là, du coup, quel était le modèle? Parce que t'avais pas de revenus liés à ça. Alors, c'était de la donation. Ok. C'était sur donation. Exactement, du tipping. Donc, tu mettais un petit lien Patreon ou autre sur ta page en bio, j'imagine, sur Instagram. Oui, ça marchait. Okay. Donc ça, c'était vraiment dans les premiers temps. Après, moi, j'ai la chance aussi de travailler beaucoup avec les entreprises. Et les entreprises, ils m'ont pas lâché. Donc ça, j'ai eu beaucoup de chance. C'est important. J'ai eu beaucoup de chance et on a basculé plus ou moins vite aussi avec les entreprises, toutes en ligne. Alors, soit sur des groupes Facebook privés, soit sur du Google, voilà. Et on se rappelle tous que les entreprises, à cette époque, enfin, beaucoup d'entre elles étaient en recherche aussi de façon d'animer un peu leurs salariés, équipes avec, en sachant très bien que c'était quand même très compliqué comme période. Oui, et puis l'aspect yoga, bien-être et tout ça jouait beaucoup. Donc, sur cette première période, j'ai bossé énormément parce que y avait beaucoup de demandes, puis les gens étaient chez eux, ils voulaient bouger et tout ça, ça marchait bien. Le following a pas mal explosé à ce moment-là. Et puis après, on a repris un peu la vie normale, c'est-à-dire qu'on s'est déconfiné, mais les studios sont restés fermés. Donc là, on a eu une espèce de période un peu entre deux et qui a duré longtemps, pas loin d'1 an. Ils sont restés fermés à cause des restrictions sanitaires. Ouais. Et donc, alors, il y a eu plein de systèmes. D'ailleurs, il y a beaucoup de studios qui ont fermé tout court depuis. Qui ont mis la clé sous la porte. Qui ont mis la clé sous la porte pour des raisons financières, parce que c'est pas tenable, mais même encore aujourd'hui, parce qu'en fait, les répercussions financières sont sur le long terme. Et donc, dans cette deuxième partie qui était plus longue, là, je suis passée sur Zoom et je faisais des programmes. Donc, c'est-à-dire que les gens, ils s'inscrivaient pour X semaines, tu vois, 4, 5, 6 semaines. Et il y avait X cours par semaine sur une thématique. Et ça marchait bien aussi. Donc, c'était que du Zoom. Donc là, tu collectais des mails, entre guillemets. Voilà. Il y avait des paiements pour différentes formules. Et tu leur envoyais le lien en fonction de leur formule. Tu avais du live, du replay. Et ça, d'un point de vue... Bon, je sais que tu es une pro de l'organisation et des tableaux, mais du coup, tu faisais tout ça à la mano ou tu passais par une plateforme, un système? Tout ça à la mano. C'est un enfer, non? Pour te retrouver dans celui qui a souscrit en février pour 3 mois. Non, parce que je faisais des programmes où tu souscrivais, t'embarquais sur un programme. Ok, et le programme, il commençait à telle date, il finissait à telle date. Okay. Donc j'avais des mois glissants. J'avais une team pour une période donnée, une mailing list pour cette période-là, et puis après, voilà. Donc c'était pas tant l'usine à gaz, franchement. Il y avait du live et du replay, donc tu vois, les liens de replay s'envoient assez facilement, les liens Zoom. La qualité était pas dingo, parce que c'est de la qualité Zoom, mais bon, les gens étaient contents, ça faisait le job. À côté de ça, je travaillais toujours pour les entreprises, à distance et tout ça, donc voilà. Est-ce que tu filmais avec la webcam de ton ordi? Je filmais avec la webcam de mon ordi. Ouais. Donc franchement, c'est pas jojo, quoi. non, mais vraiment. Et micro, alors j'avais juste mes écouteurs sans fil. Oui. La lumière, s'il faisait beau, je me mettais dehors. Sinon, j'allumais toutes les lumières chez moi. Enfin, tu vois, c'était vraiment bricolage, mais ça faisait le job. Et dans la dernière partie, j'ai monté une plateforme. C'est-à-dire la dernière partie, quand les studios ont commencé à rouvrir, c'était peut-être un peu tard, mais en fait, c'est beaucoup de boulot quand même de monter une plateforme, et que j'ai beaucoup été à l'intuition, aux besoins des gens dans l'instant T, et moi, j'aime bien faire les choses aussi de façon polyvalente, un peu toute seule, que les choses soient faciles et tout, et ça convenait au moment, puis ça me convenait à moi aussi. Et puis à un moment, je me suis dit, bon, tous ces cours que j'ai donnés là, alors je pouvais pas vraiment me resservir des vidéos, parce que les vidéos Zoom, bon, c'est voilà, tu les as, puis... Bon. Mais quand même, j'avais du contenu en termes de cours que j'avais donnés. Je veux dire, du contenu, j'avais quand même préparé des trucs. Donc, j'avais des cahiers, j'avais des carnets, j'avais plein de trucs, tu vois. Et plein d'idées. Et donc, j'ai dit, ça, il
faut que je m'en serve, il faut que je continue aussi d'alimenter cette communauté, parce qu'il y a des gens qui sont revenus en studio quand ça a rouvert, mais il y a plein de gens qui n'étaient pas sur Paris, ou qui ont quitté Paris. Là, je veux dire, pour le coup, la fréquentation des studios parisiens et les habitudes des gens, les modes de vie, avec le télétravail, les déménagements et tout ça, ça n'a rien à voir avec avant, donc il a fallu s'adapter. Ouais. Et donc, j'ai monté une plateforme. Je ne sais pas si on dit les noms des... si, bien sûr, les noms des plateformes. Alors, ça s'appelle Uscreen. Si, bien sûr, il faut. Ouais, voilà. Donc, ça s'appelle Uscreen. C'est une plateforme vidéo, uniquement vidéo. Et là, alors, il y avait un studio pour lequel je travaillais. Je le cite aussi, comme c'est un copain. Yoga Village. Et chez Yoga Village, il avait installé alors, ce qu'on appelle, pardon, je te coupe, mais ce qu'on appelle studio dans c'est la salle de yoga. Voilà, dans le langage yoga. Yogi, c'est donc la salle où on pratique le yoga. Et il avait transformé le studio en studio. C'est-à-dire qu'il avait installé la caméra, les lumières, il avait investi dans un micro. Voilà, un méta-studio. Et donc, on donnait des cours là. Lui, ses cours, en fait, de son emploi du temps, il les avait transférés sur Zoom, travaillait aussi sur Zoom, donc pour les élèves qui étaient à distance. Et puis, moi, je lui ai dit, écoute, j'ai besoin de filmer pour ma plateforme. Est-ce que tu veux bien me prêter ton Meta Studio ? Et puis, je te fais ta pub, comme je le fais aujourd'hui, tu vois. Et il m'a dit, bien sûr, viens. Donc, bingo. J'ai utilisé tout le matos et tout ça, et puis j'ai filmé 2-3 premières cette fois-ci, séries. Avec du matériel un peu cette plus fois-ci, le son était quand même mieux, la vidéo surtout, même si j'ai dû faire des réglages un peu à droite à gauche. Et puis, je m'étais mis en tête de faire un peu de montage, mais je me suis vite rendu compte que le montage vidéo, c'était la croix et la bannière, que ça mettait du temps, que en plus, c'était pas foncièrement plus nécessaire que ça. Mais en tout cas, sur les fichiers que je récupérais, il fallait quand même que je fasse un petit peu de montage. Ok, parce que pour comprendre, il y avait quoi à monter, parce que tu filmais pas le cours dans les conditions du live. Je filmais le cours, mais il y avait, tu vois, quand j'étais toute seule, au début, ma femme, elle était mignonne, elle venait pour m'aider, pour lancer la vidéo et tout, tu vois. Puis en fait, après, une fois, 2 fois, j'ai dit, c'est bon, je vais faire tout seul quand même, je peux appuyer sur un bouton. Bon. Donc, ne serait-ce que le moment où tu te lèves, tu vas appuyer sur la caméra, tu vas te rasseoir, c'est con, mais il faut enlever le début, la fin. Quelques cuts à faire, Ouais, c'est pas grand-chose, mais il y a un peu de trucs sur le bruit et tout. C'était pas tout parfait. Donc, j'ai quand même fait un tout petit peu de montage vidéo, mais vraiment mini peu. Et puis, j'ai balancé ça. Hop, j'ai ouvert la plateforme. J'ai balancé ça. Je pense le truc, c'est qu'au début, moi, ce que je voulais, c'était avoir une coquille et commencer à remplir avec du contenu. Mais clairement, je faisais pas ça dans l'idée que tout le monde se jette sur les contenus que j'avais produits, quoi. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé. Les gens qui me connaissaient ont acheté ces contenus-là. Mais par contre, là, ce que j'ai fait aussi plus récemment, c'est que j'ai un peu mixé ce que je faisais. C'est-à-dire les programmes que je faisais sur Zoom, je les ai refaits sur un autre format en pré-enregistré que je fais maintenant via ma plateforme. Okay. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un truc qui dure des semaines et que tu as 2 vidéos par semaine sur Zoom en qualité un peu pourrie, c'est des formats plus courts, ça dure 21 jours, tu as plutôt une vidéo par jour qui sont, tu vois, plus courtes. Donc l'objectif est très différent, mais le contenu est construit en tout cas d'une façon différente aussi. Et là, j'ai acheté un téléphone franchement mieux, un trépied comme tu dis, des micros, j'ai acheté des petits micros, Bluetooth, un peu de lumière quand même, et j'ai aménagé un petit coin chez moi, et je fais ça chez moi. Ok. Tu vois, et franchement, les gens sont hyper contents. Et le son est bien, la vidéo est bien, parce que l'iPhone, c'est très très bien, et la lumière est tout à fait cool. Enfin, tu vois, c'est franchement, c'est... Tu t'es fait ton petit Meta Studio chez toi. Ouais. Tu veux nous parler un peu de tes tarifs, donc combien ça coûtait pour les utilisateurs finaux, et puis comment tu as mis en place ces tarifs, comment tu as décidé de cette grille tarifaire? Alors, c'est intéressant de parler des prix. C'est toujours difficile de fixer son propre prix quand on est indépendant comme ça. Il y a des techniques pour fixer son prix. Je ne vais pas développer là forcément, mais en tout cas, il y a aussi... ça pourrait faire l'objet d'un petit atelier. Mais en tout cas, non, parce que en fait, dans ma dernière formation entre deux doulas, et j'en parle avec Karine, que j'ai interviewée Karine Laceva, que j'ai interviewée dans mon podcast récemment, on parle d'entrepreneuriat et on parle de ça.
les questions de légitimité et d'arriver à fixer son prix, mais c'est vraiment tout un sujet. Bref, il y a un truc qui est important pour moi, c'est d'arriver justement à fixer le juste prix, à la fois pour les autres et pour moi, et d'arriver à fixer un prix. Alors, j'aime bien aussi que les prix soient symboliques, donc ça, c'est plus original peut-être. Et donc, toujours dans les prix que je propose, il y a le chiffre 8. D'accord. Voilà, qui est... Alors, quelle est la symbolique du chiffre 8 ? Le chiffre 8, si tu le renverses, c'est l'infini. C'est donc, vrai. pour moi, ça appelle l'abondance. Ok. Et donc, et aussi, alors... Donc, j'ai tout mis à 800 € ou 8000 €. Voilà. 8888 €. Pas moins de 800 €. Non, donc le dernier programme, tu vas coûter 88 €. Mes offres d'accompagnement doula, une rencontre, c'est 108 €. L'offre globale, c'est 808 €. Enfin, voilà. Parce qu'au final, un cours de yoga, combien ça coûte en moyenne pour un... En studio ? Ouais, c'est entre 10 et 20 €, je dirais. Non, en studio, c'est plutôt entre 20 et 25. D'accord. Après, ça dépend quelle offre tu choisis. Un cours particulier, tu vois, ça peut être entre 80, enfin peut-être moins cher, parfois 60, et je sais pas, en fonction des profs, 120, 130 €, tu vois. Alors que là, 88 €, t'as 21 jours, avec quasiment un cours par jour. Ouais, après, il y a des petites pratiques. Ouais, c'est pas une d'accord. heure par jour, parce que en plus, sinon, les gens, ils font pas une heure par jour. Non. Alors, toi, tu ferais pas non plus, peut-être. Et l'idée pour moi, mais ça, Moi c'est aussi, j'ai des intéressant. enfants. Voilà, toi aussi, tu as une vie. L'idée pour moi, et ça, c'était intéressant en termes de contenu, c'est d'enrichir et de faire du contenu le plus varié possible, même sur quelque chose qui était au départ du yoga, parce que le yoga est quand même très riche et très varié, et de faire du contenu plus exploratif pour que les gens aussi, avec une thématique, ils puissent toucher à plein de choses, que ce soit du yoga, du mouvement, plus ou moins dynamique, de la méditation, de la respiration, d'autres techniques, tu vois, self-massage, des choses comme ça. Et du coup, ça c'est assez sympa, mais ça... Ce qui est chouette, c'est que ça t'oblige en termes de contenu à questionner ce que tu peux proposer. Donc là, tu as vraiment un volet très... tu as l'idée qui te vient, puis après, il y a vraiment le comment je vais construire ce programme-là, qu'est-ce que je vais mettre dedans, qu'est-ce que les gens attendent et qu'est-ce que les gens n'attendent pas, ou en tout cas, qu'est-ce qui est inattendu, parce que les gens, ils aiment bien ça aussi. Où est-ce que je vais les surprendre et qu'est-ce qui va les rassurer et leur faire dire j'ai bien fait, tu vois, je regrette pas d'avoir fait ce programme-là. Et puis il faut tout questionner, la longueur, la durée, la quantité de contenu, est-ce que c'est trop à absorber, est-ce que ils vont en avoir pour leur argent. Tu as toujours accès au contenu passé les 21 jours. Ouais, ça c'est bien. Ouais, et j'ai noté que les pratiquants me disaient je refais les pratiques. Alors pas tout, mais je refais les pratiques. Alors Anne, comment on n'a pas trop parlé non plus de ton activité de doula. Non. Que peut-être les femmes connaissent beaucoup mieux que les hommes. Tu nous expliques en 2 mots ce que c'est. En 2 mots, je vais expliquer rapidement. Alors la doula, elle fait de l'accompagnement à la naissance, mais pas que. Non, je vais essayer d'expliquer rapidement pour que ce soit clair. La doula n'est pas une sage-femme, donc on n'est pas du côté médical. Nous, on fait de l'accompagnement non médical, donc il n'y a pas de diagnostic, il n'y a pas de prescription, il n'y a pas de... Voilà. Nous, on fait de l'accompagnement à la fois sur le volet de donner de l'information, plus la plus complète possible à nos clients. On fait un accompagnement sur le volet émotionnel, parce qu'avoir un enfant, c'est un beau bouleversement. Ça peut challenger beaucoup de paramètres dans nos vies. Et donc, avoir quelqu'un qui est là pour nous écouter, il y a une écoute, en fait, beaucoup. On écoute nos clients. On leur donne un peu des tips, bien sûr, pour préparer la naissance, le jour de la naissance, le prénatal, le postpartum, beaucoup. Moi, c'est un espace que j'ai beaucoup cœur à investir parce qu'il y a beaucoup besoin. Et donc, il y a ce volet très logistique, information, le volet très émotionnel et préparation physiologique en fonction du projet de la naissance. Et puis, il peut y avoir, en fonction de l'appétence aussi des doulas, mais ce qui est mon cas à moi, si je suis professeur de yoga et que ça me plaît bien, tout le volet plus symbolique, où on va rattacher, on va parler de rituels, on va parler de choses plus symboliques de la naissance, on va extrapoler un petit peu, on va aller réfléchir à des sujets, aller un peu plus loin.
Et après, les doulas, elles ont souvent d'autres casquettes. Donc, moi, je suis prof de yoga et puis je fais du rebozo. Donc, on utilise des tissus d'origine mexicaine. Mais il y a des doulas qui sont naturopathes, d'autres qui sont sages-femmes d'ailleurs. Voilà, il y a de plus en plus de doulas. Il y en a combien en France ? Je sais pas. En plus, moi, il y a l'Institut des doulas de France qui forme les doulas en France. Il y a d'autres écoles en France. Alors, rien n'est reconnu officiellement par l'État, on est bien d'accord. C'est une activité encore très... Un peu comme l'aptonomie aussi. Ouais, c'est ça. L'aptonomie commence à être plus quand même rentrée dans le rang, plus reconnue. La doula, c'est encore complètement la sorcière. Hein. Franchement, pour beaucoup de personnel médical... Il y a un aspect spirituel très développé. Il peut y avoir un aspect spirituel et puis il y a un aspect surtout, pas anti-médecine, clairement, mais alternatif. Très alternatif. Très, très, très alternatif. Donc ça, il y a plein de gens qui n'aiment pas trop. C'est normal. Oui, on n'est pas normal. Tous aussi ouverts. Mais c'est normal parce que c'est disruptif, hein, donc ça ne plaît pas à tout le monde. C'est le jeu. Et c'est dès le premier jour de la grossesse. Ça peut même être avant, en préconception. Ok, ouais, d'accord. Ouais. Et donc, tu es aussi doula, Anne. Ça, c'est quelque chose sur lequel tu t'es formée en parallèle du yoga. Pendant le confinement. Au bout d'un moment, donc au début, je te disais, j'ai fait que du yoga, puis j'avais vraiment pas le temps de faire autre chose. Et puis, il y a un moment donné, dans cette période où j'ai commencé à faire du Zoom, là, c'était quand même plus cool. Aussi, j'avais plus le temps. Et là, j'ai dit, non, mais il faut que je fasse autre chose, parce que je venais de faire du yoga tous les jours. Puis les cours en live, tu fais tout le cours, c'est fatigant. Tu vois, dans mon corps, j'étais fatiguée, en fait. Et je me suis dit, il faut que je fasse autre chose. Le yoga, j'aime ça, mais mon corps, ma tête a besoin d'autre chose, en fait. Et là... sur Instagram, j'ai dû rencontrer Karine qui m'a formée, qui est super, c'est ça. Qui s'appelle Quantique Mama en fait sur les réseaux, qui est très connue. Ah oui, tout à fait, voilà. Ça me dit quelque chose. Ouais. Donc c'est avec elle que je me suis formée. Donc j'ai rencontré sur les réseaux Karine. J'ai évidemment tout de suite accroché avec son histoire, son parcours et tout ça. Et quand elle a ouvert l'école, en fait, elle a ouvert une école de doula. Et quand les premières inscriptions de la première cohorte se sont lancées, je me suis inscrite tout de suite. J'ai pas trop réfléchi. Mais je fonctionne beaucoup comme ça aussi, à l'intuition. On pourra en parler après, mais beaucoup à l'intuition. J'ai juste pas réfléchi longtemps. Je savais que ça m'appelait. Et donc, je me suis réveillée une nuit à 4h du matin. Et j'ai ouvert Instagram, je sais pas pourquoi, parce que je fais jamais ça la nuit en plus. Et là, j'ai vu un post où elle disait « Il reste quelques places et tout ». Je suis allée, je me suis inscrite en pleine nuit. J'ai remis mon téléphone, je me suis rendormie. Le lendemain matin, je retourne. Merde, je crois que je me suis inscrite. Je crois que j'ai dépensé des sous cette nuit. Et du coup, je suis retournée sur mon téléphone. Et je dis, ah oui, je me suis inscrite à la formation, cool et tout. Et je retourne et elle disait, c'est complet. Ah mince. Non, mais tu vois, je me suis inscrite. Ah pardon. Et quelques heures après, c'était... voilà. Tu vois. Okay. Donc, j'ai fait ça. Et c'est aussi à ce moment-là où je me suis dit, j'ai besoin de plus de nourriture intellectuelle. Et j'ai besoin d'amener à ma pratique physique, même si le yoga a un côté philosophique et spirituel et donc intellectuel, mais j'ai besoin d'amener dans mon quotidien, qui est quand même très mon corps et mon outil, quoi. J'ai besoin de faire travailler mon cerveau sur d'autres sujets. J'avais pas envie de me mettre dans une asso, j'avais pas la communauté pour créer un truc. Je faisais déjà des cercles de femmes, je faisais déjà ce genre de truc. Et j'ai pas encore l'âme d'une écrivaine, enfin tu vois. Et donc je me suis dit, j'adorais le podcast, j'ai toujours écouté beaucoup de podcasts. Je me suis dit, je vais faire un podcast. Et c'est à ce moment-là aussi, pendant le confinement, le moment où j'ai eu un peu plus d'espace-temps, où j'ai eu cette envie-là. Et alors, pour le coup, je suis du genre à avoir pas mal d'idées. Le problème, c'est de canaliser après les idées. Et donc, c'est tout de suite venu, pareil. Je savais que c'était le bon truc parce que c'est tout de suite venu. Le nom, il est venu tout de suite. Le concept, il est venu tout de suite. Les personnes que j'avais envie d'interviewer au début, c'est venu tout de suite aussi. Puis, je les ai contactées. Elles m'ont tout de suite dit oui. C'était une évidence. Ouais, puis sur certains côtés, tu vois, par exemple, j'ai contacté des gens avant même d'être sûr du nom, quoi, par exemple. Tu vois, avant même d'avoir lancé quoi que ce soit, d'avoir acheté un matériel, Toi, j'ai contacté des gens, vous accepteriez que je l'interview, machin. Et les gens m'ont dit oui. Donc je dis, mais c'est cool. Et donc, du coup, l'effet que les gens te disent oui tout de suite, ça m'a amené beaucoup de confiance dans cette idée-là et je l'ai développée rapidement. Tu écoutais quoi comme podcast avant de te lancer, qui t'ont inspiré dans un sens? À ce moment-là, j'étais et auditrice à la première heure de La Poudre, donc j'aime beaucoup évidemment
ces épisodes-là. Pas mal de... En fait, et après, je picore beaucoup, ou j'ai des phases. J'ai des phases thématiques. Ouais, non, mais je peux comprendre. Tu vois, on est beaucoup à consommer les podcasts comme ça. Ouais, voilà. Donc, j'ai des lubies, j'ai des trucs comme ça, genre écolo, ou une lubie, féministe. Moi, je suis quand même plus sur l'axe féministe, mais j'ai des lubies comme ça. Après, j'aime beaucoup aussi écouter, quand même, j'écoute beaucoup l'émission de radio, donc pas de podcast, du replay. Player podcast, mais voilà, de replay radio. Et donc, j'adore LSD, j'adore les trucs intello, les émissions de philosophie, c'est mon petit moment, tu vois, les émissions d'histoire. Mais j'ai écouté beaucoup Les Racines du Ciel, qui est une émission qui n'existe plus, qui était une émission spirituelle avec Frédéric Lenoir, magnifique. Et ça, j'ai écouté chaque épisode au moins 2 fois, je crois. Ah oui. Tu vois, en grande fan. Mais sinon, côté podcast, y a Lorraine Bastide, forcément, qui m'a tout de suite beaucoup marqué. Et puis d'autres, j'ai plus les noms qui me viennent en tête. Mais, sur la même vibe un peu, quoi. Bon, et alors, ton premier épisode, comment t'as commencé? Raconte-nous. Donc tout ça, j'ai développé l'idée l'été 2020. Et mon objectif, ou juin 2020. Et l'objectif, c'était de commencer à sortir un épisode en septembre. Et donc, en revenant à Paris en juillet, j'ai contacté... Ma première invitée, c'était Camille Sfez. Je l'ai contactée. Elle m'a tout de suite dit oui. Donc, on a assez rapidement fixé un rendez-vous. Et puis, j'ai mis très longtemps à préparer l'interview. Bien sûr, en bonne élève que je suis. Évidemment. Donc, là, ma première interview... Tout a été scripté. Les premières interviews. Mais exactement. Ah oui? Ah mais oui. Chère Camille, mais tout est écrit mot à mot, tu vois. Et en même temps, je vais réécouter, tiens. Ouais, si ça s'entend. Donc voilà, oui, bonjour Camille, je suis très heureuse de te... tu vois. Donc ça me fait marrer parce que tu mets le deck, la couverture ici. Donc moi, je fais un deck pour chaque invité. Je mets sa photo parce que j'aime bien en fait voir le visage de mon invité quand je prépare l'interview. Donc je mets sa photo, c'est un peu sa carte d'identité. Je fais moi-même toutes les recherches parce que aussi ça me plaît. En fait, l'idée de départ du podcast, c'est... Il y a 2 idées de départ. Il y a... J'ai envie de faire comprendre qu'on peut être féministe et on peut être spirituel et avoir une spiritualité, et que les deux ne sont pas forcément séparés ni opposés, qu'on peut faire se réunir les deux, sans pour autant être dans l'essentialisme, ou dans le cuculapraline, ou dans les fleurs et les paillettes. Donc, avec un côté, on peut être féministe et spirituel et un peu rock'n'roll aussi. C'est OK. Ouais, parce que quand tu me dis ça, ça me choque pas du tout, non? Donc voilà. Donc il y avait vraiment cette idée-là d'amener, de mélanger les regards aussi pour surprendre une fois encore avec des invités parfois pas forcément attendus. Ça, c'était la première idée. Et puis, il y avait l'idée aussi de... c'est ça, de démocratiser aussi plus certaines voix, de les rendre... d'aller vraiment dans le côté... Qu'est-ce que tu vas chercher chez tes invités? Il y a une question que j'aime bien poser aux créateurs de contenu. C'est dans quel état tu as envie de mettre tes auditeurs? Enfin, partons du principe qu'ils sont dans un état A. Avant d'écouter, dans quel état B tu veux les mettre? Moi, ce que je cherche, c'est l'intime aussi. Donc, au fur et à mesure des questions, c'est pour ça que j'aime bien être en présentiel, parce qu'il y a quelque chose qui se tisse plus qu'à distance. Mais au fur et à mesure de la discussion, particulièrement quand on ne se connaît pas, il m'est arrivé souvent d'avoir vraiment des personnes que je rencontrais pour la première fois et que j'admirais beaucoup, donc qui n'étaient pas forcément, tu vois... Ouais, très à l'aise. Très à l'aise, moi. Et quand même, du coup, c'est un challenge pour moi aussi d'arriver à mettre à l'aise mon invité et arriver à avoir un échange qui, de très formel au départ avec « raconte-moi d'où tu viens », à livrer des choses plus ou moins intimes quand même, et avoir des invités qui me disent « je pensais pas dire ça aujourd'hui dans ce podcast », tu vois. Donc ça, pour moi... alors, c'est pas forcément que je suis allée chercher un endroit où elles étaient mal à l'aise, mais c'est que
elles se sont senties suffisamment à l'aise, suffisamment en confiance dans le cadre que j'avais posé, suffisamment en sécurité pour pouvoir que j'ai accès en fait à cette partie d'elles, mais qu'elles-mêmes autorisent aussi cet accès-là. C'est-à-dire c'est pas quelque chose que je suis allée chercher sans leur accord. Donc ça pour moi, et qu'elles se sentent du coup en confiance et qu'il y ait quelque chose qui se soit tissé dans l'heure qu'on a passée ensemble, quoi. Ce qui est parfois un peu challengeant, 1 heure ça passe vite. Ah non, c'est clair. Ouais. Ah oui. Et du côté de tes auditeurs, du coup, qu'est-ce que tu veux leur apporter via ce que tu vas chercher chez tes invités? Alors ça, c'est marrant que tu me poses cette question parce que le deuxième principe au départ quand j'ai fait ce podcast, c'était moi, il y a plein de femmes que j'ai envie de rencontrer parce que je les admire. Mais en fait, pourquoi je garderais ça pour moi toute seule? Donc j'ai envie, il y a certainement plein d'autres femmes comme moi, et d'hommes d'ailleurs, qui rêvent de rencontrer ces femmes-là ou d'avoir leur discours, en fait, d'écouter ce qu'elles ont à dire. Et donc, je fais pas ça que pour moi. Je fais pour moi je fais pour les autres, très égoïstement, ce qui me plaît à moi, quoi. Mais si ça me plaît à moi, ça plaît certainement aux autres, j'espère. Et donc, ça, j'en avais conscience parce que je l'ai fait aussi pour ça, en me disant je fais égoïstement, voilà. Mais en même temps, j'avais pas conscience, et encore pas aujourd'hui, de l'impact possible d'un épisode ou plusieurs sur les auditrices et les auditeurs. Et ça, alors c'est marrant, tu vois, parce que comme je fais d'autres activités en présentiel, entre autres le yoga, je rencontre des auditrices. Parfois, par hasard. Du coup, là, elle te raconte un épisode qui les a marqués. Ouais, mais c'est surtout que moi, je me balade pas. Comme je fais, tu vois, plusieurs activités, et puis voilà, j'ai une vie bien remplie. Et je me balade pas au quotidien en me disant, je suis la créatrice du podcast Divine. Enfin, tu vois, j'y pense quand j'y travaille, mais en fait, ça m'habite pas au quotidien, tu vois. Et donc, quand je vais dans un endroit, ah oui, c'est toi, Anne, oh, Divine, oh, j'adore. Tu vois, les gens qui me disent vraiment des retours super positifs, mais j'écoute tous les épisodes, génial. Et ça a changé ma vie. Et tu vois, les gens, parfois, ils reviennent vers toi vraiment avec des retours comme ça m'a changé la vie. Assez souvent. Et là, je prends conscience, en fait, de l'impact que ça peut avoir. Et donc, j'ai la chance d'avoir... Alors, j'ai des gens qui m'envoient des messages, mais j'ai des gens que je vois en vrai et que je croise un peu par hasard comme ça. Et c'est cool, tu vois, de pouvoir avoir ces retours en vrai, parce que c'est totalement. Ça qui te fait continuer aussi. C'est vrai. Ah bah, c'est l'un des moteurs, c'est sûr. Ouais. Est-ce qu'il y a un épisode qui t'a particulièrement marqué, toi, Anne? Alors, il y en a plusieurs. Le premier, évidemment, parce que c'est normal, c'est le premier épisode. Donc, il reste vraiment gravé, et puis c'est un bel épisode. Un épisode que j'aime particulièrement et que je garde particulièrement en mémoire, parce que c'est aussi un super moment, c'est l'épisode avec Maïwa. Qui était de mémoire l'épisode 7 dans la première saison. Et déjà, j'ai été agréablement surprise de la façon dont Maï m'a accueillie chez elle, dont on a pu aussi tout de suite, justement, assez rapidement entrer dans ce côté intime. Après, Maï, elle travaille sur l'intime, c'est son quotidien aussi, hein, donc c'était assez fluide, en fait, avec elle. Maï est une personne aussi solaire, son rire et de cristal, comme ça, c'était un super beau moment. Après, on est resté un petit peu en contact. Elle s'est inscrite justement à un de mes programmes de yoga, donc je l'ai revue dans sa petite vidéo Zoom. Non, on a vraiment passé un bon moment, et c'était je crois un souvenir d'une des interviews aussi, une des plus fluides. Il y en a eu plusieurs, hein, vraiment, mais une des plus fluides et plus agréables à mener, en tout cas, que j'avais beaucoup préparé, mais plus par plaisir que par syndrome de la bonne élève, ce jour-là, tu vois. Ah ouais, ok, je comprends tout à fait. Quelle est, d'après toi, de ton point de vue, ta plus grande réussite, entre guillemets, même si c'est relatif, mais ta plus grande réussite en tant que podcasteuse? Bah déjà, c'est ce qu'on disait un petit peu en off tout à l'heure, c'est que si je regarde aujourd'hui, tu vois, et que je réfléchis à un très court terme, j'ai l'impression d'être une baby productrice de contenu, d'être une petite podcasteuse et de faire un peu les trucs dans mon coin. Ça devrait être de moins en moins le cas d'ailleurs dans les prochaines semaines et mois, parce que je réalise que tout faire toute seule, ça fait un moment que j'ai réalisé ça. On va en parler juste après. Ouais. C'est devenu trop, mais
Quand je réfléchis un instant et que je regarde 2 ans en arrière, et que je me rends compte aussi de tout ce qui a été produit. Quand je fais un petit peu une rétrospective et que je mets les photos, tu vois, sur mon site internet, j'avais fait ça, les photos des femmes que j'avais interviewées, et que je vois le panorama, tu vois, les visages de ces femmes et les noms de qui j'ai interviewé et comment elles ont évolué, tout ça aussi. Je me dis, quand même, la galerie, tu vois, je me dis quand même, je suis hyper contente du global, en fait. Parce que c'est ça qui est difficile aussi, je pense, c'est pas d'avoir une idée. C'est pas de monter un podcast, parce qu'en vrai, c'est facile. Techniquement, c'est facile. Le podcast, ça plaît à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont OK pour faire des interviews et tout ça. Donc, en fait, c'est pas compliqué. Il faut avoir l'idée, il faut avoir envie, mais voilà. Mais ce qui est difficile, c'est de tenir son idée dans le temps. Totalement. C'est de tenir un planning, c'est de tenir aussi une ligne de conduite en termes de ligne éditoriale. C'est de continuer, et c'est d'évoluer aussi, tu vois. Alors même si j'essaie de produire plus de contenu maintenant, donc je vois bien que les stats, même si j'ai pas le nez tous les jours sur les stats, mais je regarde de temps en temps, je vois bien que ça grandit. C'est pas non plus, j'ai pas un million d'écoutes par mois, mais je vois bien que ça, c'est le travail, c'est pas magique, quoi. Oui, complètement. Puis le podcast est vraiment un format de la longue durée, quoi. Il y a un aspect assez ingrat avec le podcast, c'est que contrairement à d'autres supports comme YouTube ou autres, tu fais pas de buzz avec du podcast. Donc ça n'arrive pas de faire 150 000 écoutes sur un épisode et 200 sur celui d'après. C'est vraiment très progressif parce que tu crées... C'est de la constance. C'est de la constance. Et c'est un média limite d'abonnement, même si l'abonnement est gratuit. La grande majorité des podcasts sont gratuits, mais c'est de l'abonnement. Donc ça, c'est très long. Effectivement. Et je continue parce que j'ai des retours positifs, comme on disait tout à l'heure. Je continue parce que je me rends compte que créer ce contenu-là, qui me prend du temps, on s'entend, ça me prend du temps, mais ça me plaît. Donc faire ce qui nous plaît, c'est quand même important. Créer ce contenu-là, c'est cohérent avec mes 2 autres activités. Je l'ai conçu comme ça au moment du confinement, quand j'ai dit je veux faire autre chose que du yoga. J'ai fait ma formation de doula, j'ai créé mon podcast en même temps, et moi du coup je me suis créé cette activité à 3 piliers. Donc c'est un trépied qui fonctionne aussi parce que ce contenu-là il vient nourrir aussi mes autres activités. Parce que je parle de maternité dans mon podcast, j'interviewe des profs de yoga, je parle de yoga aussi un petit peu, beaucoup moins, mais quand même un peu. Tout ça se complète. C'est vertueux, c'est vertueux en fait. Au-delà de ça se complète, c'est vrai, t'as raison, mais c'est vertueux. Donc, ça veut dire que je vais gagner de la clientèle grâce au podcast. Donc, même s'il n'y a pas, aujourd'hui, en termes financiers peut-être, tu vois, je gagne pas 5 000 € par mois avec le podcast. Ça se saurait, je vous l'aurais dit. En tout cas, moi. Mais il y a un gain qui est plus difficilement mesurable, mais que je ressens sur d'autres activités. Et aussi une forme de légitimité. Donc, tu vois, bien sûr. Voilà. Alors, comment t'es organisé, du coup, dans ta prod pour contacter tes invités, trouver le bon créneau pour enregistrer et puis aussi, quel matériel tu utilises? Des questions intéressantes, technique. On a envie de savoir. J'aime la technique. Alors, donc, comme je disais, je fais encore un peu tout moi-même. Même si j'ai pour objectif là, très rapidement, dans les prochains jours, semaines, de commencer à déléguer. Tout faire moi-même. Ouais, à commencer à déléguer. Alors, qu'est-ce que tu vas déléguer? Alors, je vais déléguer pas mal de communication, entre autres parce que c'est important en fait de faire vivre, ça c'est important ce que je vais dire je pense, c'est important de faire vivre le contenu en dehors de l'écran du podcast. Totalement. Donc mon idée c'est justement d'enrichir ces moments entre les épisodes et enrichir juste l'écran du podcast avec d'autres propositions. Amener aussi un peu plus sur Instagram parce que là je fais du contenu, on va dire le minimum syndical sur Insta, donc l'épisode, l'extrait, la quote, machin. Je suis très peu présente sur ce réseau Instagram parce que j'ai un autre Instagram pour mes autres activités, donc sinon je ferais que ça en fait la journée. Donc c'est un choix que j'ai fait. T'as jamais réfléchi t'as jamais pensé à mettre tout sur le même compte? Bah si, mais en fait ça me semble pas cohérent sur le... Parce qu'il y a un dénominateur commun quand même. Ouais. Toi? Ouais, c'est vrai. Non, en fait, ce que je voulais faire, c'était me mettre plus en avant, moi, sur le compte du podcast. Parce
Parce que tu as un compte Divine, non, c'est l'audience de Divine que j'ai. Ouais, 4000. Qui est à 4000. Et tu as un autre compte plutôt à mon nom. À ton nom. Ouais. T'es à 5000. Et où là, je parle plus de tu dois yoga. Avoir pas mal d'abonnés en commun. Ouais, il y a des abonnés en commun. Entre ces deux comptes. Évidemment, ouais. Et là, je parle yoga et doula un petit peu, yoga beaucoup. Après, je parle quand même un petit peu du podcast. Enfin, je repose des trucs, voilà. Mais ok, donc une personne pour gérer ta com, ta présence sur les réseaux sociaux. Donc c'est ça. C'est aussi comment tu exploites cette matière et comment tu la retravailles un peu différemment sur les réseaux sociaux. Oui, puis même créer d'autres rendez-vous, tu vois, élargir la communauté, faire une newsletter. Enfin, tu vois, des trucs qui devraient être faits depuis longtemps, mais juste, j'ai pas de temps accordé à ça. Mais j'ai envie de le faire. Donc ça, après, je contacte mes invités soit par email, quand j'ai un email, mais finalement aussi sur Instagram, où ça m'est arrivé de croiser, la dernière invitée, c'est une personne que je connais, un petit peu, mais on s'est croisés par hasard une fois, je lui ai dit, tiens, on a parlé d'un sujet, et je lui ai dit, tiens, en fait, pourquoi tu viens pas dans mon podcast ? Elle m'a dit, oui, et hop, ça s'est fait comme ça. Donc j'aime aussi garder de l'imprévu, et ça, c'est chouette. Et après, j'ai quand même des gens que je contacte parce que j'ai envie de les inviter. Et toi, tu enregistres chez tes invités, alors, beaucoup, non ? Soit ça m'est arrivé d'enregistrer chez moi. Chez mes invités, j'aime bien parce que je vais chez eux dans leur intimité. Donc, comme on parle beaucoup de l'intime, donc j'aime bien, c'est pas par curiosité, mais c'est juste que j'aime bien, enfin si, c'est quand même de la curiosité de voir dans quel monde évolue mon invité. Et d'ailleurs, c'est souvent assez rigolo de voir les chez-soi respectifs, j'aime bien. T'as eu des lieux vraiment étonnants ? J'ai pas vu des lieux vraiment étonnants, mais j'ai vu des lieux qui ressemblaient aux personnes qui y habitaient. Donc c'est assez cohérent. Ouais, c'est cohérent. Et sinon, je suis venue ici plusieurs fois aussi. C'est vrai. Voilà, chez Orso. Et donc ça, c'est pour... Et à distance un peu. Et à distance, ouais. Mais bon, comme... Je préfère pas, mais en même temps, parfois on n'a pas le choix. C'est pas le top. Et, très bien. Et donc, au niveau matériel, comment t'organises ? Parce que tu te trimbales un peu tout ça. Donc, j'imagine que tu fais aussi le choix d'une armature un peu légère, on va dire. Ouais. J'ai un Zoom. Ok. H6. Voilà, la référence. La ref, incontournable. Et j'ai des micros mains qui sont des Shure. Ouais. Voilà, référence, puis SM58. Très belle référence voilà, aussi. C'est ça. Je me suis pas trompée de numéro, super. Ouais, SM58. C'est ça. Et donc, ton invité et toi-même, vous tenez votre micro à la main ? Écoute, oui. Okay. En fait, j'aime bien ce côté-là. Ça vous permet aussi peut-être de vous installer dans des lieux un peu plus confortables, sans forcément avoir besoin d'une table ou d'un pied. Ouais, parfois on se met tu vois, un tabouret de bar, dans un canapé. T'as pas de crampes au bras avant de tenir le micro, non ? Non, mais c'est une question qui est pas si bête que ça, je crois. Et en fait, le fait de tenir un micro, aussi en termes de posture, tu vois, c'est un peu différent. Et alors, c'est cool d'avoir la cam, le casque et tout, en termes de technique et tout, c'est cool. Mais après, quand t'as juste le micro, tu l'oublies vite, le micro, en fait. Et t'as plus que la personne en face de toi et tu rentres plus facilement dans l'intime aussi. Alors là, le casque qu'on porte, toi et moi, au-delà de l'aspect technique, moi j'aime bien avoir la voix de mes invités bien dans les oreilles, avec un bon son. Ça participe aussi, je trouve, à la bulle un peu d'intimité que tu arrives à créer avec ton invité. Pour moi, c'est plus pour ça que j'utilise le casque. Ouais. C'est vrai, le grain de voix est différent en tout cas. Mais donc voilà, donc en termes de matériel, voilà. Je fais pas de vidéo. Après, au départ, moi, je me suis intéressée au podcast pour sortir de la vidéo. Parce qu'avec le yoga, on est beaucoup sur l'image du corps et tout ça. Et moi, je voulais vraiment sortir de ça, surtout sur un regard féministe, tu vois. Donc, sortir de l'image pour être uniquement sur la voix. Et puis, c'était ça qui me plaisait aussi dans le podcast. Et le montage, pour l'instant, je fais moi aussi, mais parce que... Alors là, je travaille sur mon 80, comme on disait tout à l'heure. J'essaie de passer de moins en moins de temps, donc de moins en moins corriger tous les petits bidules machin. En même temps, comme je gagne un petit peu aussi en expérience, j'évite les écueils du début, le son trop pourri. Tu vois, bon. Tu utilises quel logiciel de montage audio ? Audacity ? D'accord.
pour moi, ça suffit parce qu'en vrai, voilà, comme ce qu'on fait là, c'est une interview. Je coupe très peu en plein milieu. Enfin, je laisse mes invités, je laisse le dialogue se faire. Je coupe très peu en plein milieu. Ça m'arrive de couper s'il y a... Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu nettoyais alors? C'est quoi les les hésitations? Tous les les machins, les trucs. Beaucoup ça. D'accord. Et en fait... tu le fais encore? Beaucoup moins. Non, je laisse couler. Mais par contre, c'est vrai que j'aime bien, comme le montage est plutôt facile en termes techniques, j'aime bien le faire moi aussi parce que ça me permet... Souvent, je laisse du temps entre l'interview et le montage. J'ai jamais réfléchi trop pourquoi, comment, mais ça se fait comme ça. Et donc, quand je me replonge dans l'épisode, j'aime bien le réécouter, sûrement avec une oreille nouvelle aussi. Et ça me permet d'écrire l'intro, d'écrire les posts, tu vois. Toi, tu réenregistres comme pas mal de podcasteurs aussi. Tu réenregistres une intro, c'est ça que tu fais après. Ouais. Donc, tu rédiges toi-même le descriptif. Oui. Ok. Le descriptif et l'intro, il y a un peu de différence parce que l'intro, souvent, je mets une petite accroche. Alors maintenant, j'ai testé différentes choses aussi. Je prends un extrait. Et ça aussi, ça prend du temps de trouver l'extrait. Ça prend pas trop de temps, mais sélectionner l'extrait, nettoyer un peu, en mettre un petit morceau au début. Je suis d'accord. Tu vois, c'est des micro-opérations qui peuvent. Mais ça, c'est moi qui aime le faire parce que j'aime bien choisir l'extrait que je vais d'ailleurs utiliser après pour un plus grand extrait de minutes, pour faire des quotes que je vais choisir pour les posts. Combien de temps ça te prend là du coup par semaine le podcast on rappelle aussi, on l'a pas dit, mais Divine est un podcast hebdo. Alors, c'est un podcast plus ou moins hebdo. Ouais. Mais ça encore, c'est un truc de contenu. Oui, c'est un truc de contenu et je suis pas pour le coup, je coche pas les cases de la bonne je coche pas les cases de la bonne productivité là-dessus parce que j'ai remarqué qu'il y a des jours où l'audition L'audience, pardon. Voilà. Tu vois, rien que ça prouve comme je regarde beaucoup. Alors, il y a des jours où l'audience est bien meilleure que d'autres, dans la semaine. Mais moi, alors parfois je change d'un jour, s'il y a un jour plus ou moins. Mais moi, ma base, c'est le calendrier de la Lune. Oui, parce que ça, on n'en a pas parlé. J'ai toujours trouvé ça hyper cool, en vrai. Donc, c'est comme le chiffre symbolique, c'est comme le chiffre 8. Ça a du sens pour moi. Le cycle lunaire a du sens pour moi dans mon quotidien. Donc, je sors les épisodes, les jours de nouvelle lune et de pleine lune. Donc, ça, c'est mon rythme tous les 15 au départ. Jours. Au départ, c'est le rythme, c'est à tous les 15 jours. Et puis, j'ai ajouté des nouveaux formats qui sont des méditations. La première, je l'ai faite moi. La deuxième qui est sortie, c'est une de mes invitées par ailleurs qui a fait une méditation. Il y en a une qui va sortir au mois de septembre d'une autre invitée. D'ailleurs, encore. je vous le conseille, c'est trop cool. Les méditations, t'as écouté ? Ouais, j'adore. C'est cool. Non, mais c'est vrai que c'est un autre format, c'est plus court et ça amène vraiment autre chose. Ouais, et puis je suis un utilisateur de Calm, calm.com que vous devez connaître, qui est une appli de méditation. Bon, il y en a d'autres, il y a aussi Petit Bambou, voilà, histoire de citer un peu plusieurs applis. Et moi, ça m'aide à m'endormir. J'adore. Donc ça, je vais le développer, tu vois, plus. En m'appuyant potentiellement sur les invités que j'ai déjà interviewés ou que j'ai en projet d'interviewer, parce que ça fait résonance avec l'épisode, donc tu vois, ça se nourrit, ou d'autres personnes. Et ça, je le fais, encore une fois, sur un calendrier plutôt symbolique, donc sur un calendrier de saison. Donc, les équinoxes, les solstices, les fêtes, les sabbats, tu vois. Je sais pas si ça te parle. Non, mais c'est hyper original. C'est bien. Celui que tout le monde connaît, c'est évidemment le 31 octobre. Mais il y a aussi d'autres fêtes, d'autres sabbats. Voilà. Donc, ça aussi, ça a un côté symbolique. Et j'ai sorti aussi d'autres épisodes qui s'appellent, je vais continuer, j'ai un petit peu de retard là, Femmes ressources. Pareil, qui sont des épisodes un peu plus courts, mais plus pratiques. Sur, par exemple, j'ai enregistré un épisode avec Amélie Clark-Vorès où on a parlé du Fertility Breath. C'est une technique bien précise qu'elle utilise pour accompagner les femmes qui sont, entre autres, souvent dans un parcours de PMA ou qui sont en préconception. Pour soutenir la fertilité. D'accord. Donc, tu vois, c'est une technique bien précise. De respiration. Ouais, là, c'est une technique de respiration, ouais. Donc, l'idée de la femme ressource, c'est, j'interviewe une femme, ou deux d'ailleurs, qui ont une offre, une proposition, un outil dont elles veulent parler,
qui s'adresse aux femmes principalement et qui accompagne les femmes sur un chemin de développement personnel. Et donc ça, pour retrouver ces épisodes, tu le mets dans le titre, j'imagine ? Ouais. Ok. Ouais, très bien. Donc voilà. Donc c'est au départ bi-hebdo et je rajoute d'autres formats pour enrichir l'offre. En tant que créatrice de contenu, quel serait ton outil de prod rêvé ? Mon outil de prod, à quel... de post-prod, quoi. Un outil... Tu vois, s'il devait y avoir un outil qui n'existe pas, qu'il faudrait inventer et qui pourrait te changer la vie, qu'est-ce qu'il ferait, cet outil ? Question non préparée, je précise. Ouais, tu vois, j'ai dit désolé, que Anne. Non, mais j'ai dit que je l'avais pas préparé. Non, mais même moi, j'avais pas préparé cette question. Donc, Non, je pense que j'aimerais bien un outil qui puisse comme scanner, tu vois, ton épisode et un outil intelligent qui puisse en tirer les extraits les plus percutants. Ça, tu vois, ce serait trop bien. Eh bien, il existe. Ouais, je sais parce qu'on en a parlé et j'ai pas encore testé. Ouais. Et c'est un peu en mode bêta-test là. Il est en bêta. Mais ça te fait une bonne base. Ouais. Il est pertinent. Je me rappelle même plus du nom. C'est pas Cut ? Non, pas Cut. Je sais plus, je me rappelle plus non plus. Je le mettrai dans le descriptif. Ouais, et puis on connaît l'entrepreneur qui a créé cet outil. Il est français, il est très jeune, il est hyper sympa. Et je vous le mettrai. Et j'ai découvert, moi, un outil, mais qui fonctionne que avec de l'anglais, qui te permet... donc, tu lui donnes de l'audio et il est capable de te générer des textes, je crois, pour te faire un résumé de ce qu'il a entendu. Ouais. C'est pas mal. Mais après, il faut savoir quoi en faire. Tu vois. C'est ça. Mais après, peut-être pour t'offrir une première trame pour ton descriptif, tu vois, si tu veux rédiger une newsletter. Mais bon, tu vois, là, je te dis ça, et en même temps, moi, me replonger dans le contenu pur, dans les mots, et en extraire l'essence, c'est ça qui me plaît aussi. Donc, est-ce que j'aurais... En même temps, ce serait magique, parce que c'est beaucoup de travail, tu vois, de faire ça. Mais en même temps, c'est ce qui est chouette. Non, mais comme un outil, bon, je me pose la question aussi à moi-même. Non, mais en y pensant... moi, ce que j'adorerais avoir un outil qui puisse indexer tous mes épisodes et que je puisse faire des recherches, tu vois, genre, tiens, à quel moment on a parlé de, j'en sais rien, avec des mots-clés, de montage vidéo, je sais n'importe quoi, de relations avec tes invités, de promotion sur les réseaux sociaux, tu vois. Tu tapes un mot-clé, il est capable de dire, tiens, mais dans tel épisode, à tel moment, tu as parlé de ça. Ce serait fantastique. Ce qui permettrait aussi de faire des petites compilations qui seraient hyper utiles pour les auditeurs. Carrément. Bon, on digresse un peu là. Anne, tu as des projets là pour les prochaines semaines, prochains mois? Alors, prochaine semaine... Donc il y a ça. Prochaine semaine, prochain mois, j'ai pas mal de projets côté yoga parce que je lance des formations, donc ça va me prendre pas mal de temps en termes de création de contenu. Là, pour le coup, c'est quelque chose de nouveau pour moi aussi, donc la création de contenu va être challengeante, mais c'est super, je suis contente. Et en tout cas, donc sur le podcast, je voudrais me staffer un peu pour me libérer un peu d'espace et puis créer... développer la communauté et faire mieux, rendre plus visible aussi le podcast encore. Et après, j'ai assez envie, donc c'est encore complètement à l'état de projet, c'est très juste racinaire pour l'instant, donc je vais en parler un tout petit peu, mais j'ai assez envie de créer quelque chose qui mixerait ma casquette de yoga, ma casquette de doula et ma casquette de podcasteuse. En fait, je me dis, là c'est très cool parce qu'il y a un équilibre entre ces trois activités, que ça se nourrit et tout ça, mais ce serait encore plus cool d'arriver à créer un outil qui fusionnerait ces expertises-là, parce que ce serait assez unique, parce que ça me ressemblerait aussi, parce que je crois que j'aurais pas mal de choses à apporter, et parce que ce serait challengeant pour moi aussi en termes de création de contenu, justement, parce que c'est ça qui me botte en fait. Ouais, bien sûr. Donc, je suis en train de réfléchir à ça. Et ce qui est super intéressant aussi, toujours dans cette réflexion-là, c'est que tu as la partie pure contenu. Qu'est-ce que tu mets là-dedans? Et tu as la partie coquille, que moi, j'aime bien aussi. Tu vois, finalement, trouver le bon outil, la bonne technique, le bon format, le bon prix.
Moi, ça m'intéresse aussi parce que tout est cohérent. Tu peux pas avoir un contenu qui tienne bien la route s'il est pas bien porté par l'outil sur lequel il est, quoi. Donc voilà, ça va m'occuper ces prochains mois. Pas les prochaines semaines, mais les prochains mois. Faut que tu te mettes une date. Ouais, en fait, il y a quand même plus ou moins une date parce que si tout va bien, dans 1 an, je serai plus sur Paris. Et donc, ça va aussi... Tu retournes à Rouen ? Non. Comme ça, la boucle sera bouclée. Voilà. Non, on a pour projet de plus aller... je le dis parce que comme ça, c'est comme un engagement. Mais c'est vrai. Quand tu dis les choses, ça t'engage. Quand tu dis les choses, après... ça commence à les faire exister. Ouais, exactement. Plus vers le sud-ouest. Okay. Mais du coup, j'ai aussi envie de passer sur un contenu plus en ligne. Donc, ça fait partie aussi de mes réflexions du moment, de comment basculer une activité, comment fusionner plusieurs activités, créer un produit en ligne qui soit intéressant, qui soit viable... donc ça, c'est super intéressant. C'est là où ta précédente vie dans la communication doit être forcément très utile. Alors oui, parce que je pense que, tu vois, il y a une acquisition quand même de réflexes, de questionnements, donc il y a ça, et il y a aussi, je pense, intrinsèquement, le fait d'être soi-même dans une démarche créative, en fait. Et dans une démarche de questionnement tout le temps. Et aussi, j'aime bien le changement. J'aime bien, tu vois, il y a un truc qui marche, ok, ça me satisfait un temps, puis après j'ai besoin d'autres choses, j'ai besoin de challenger ce qui fonctionne, tu vois, je comprends. Voilà. Donc tout ça participe de créer du contenu qui m'intéresse moi, donc j'espère qu'il va intéresser les autres, et surtout qui est aligné, quoi, qui est aligné avec qui je suis et tes valeurs. Et mes valeurs, ouais. Anne, merci beaucoup pour cette heure et quart passée ensemble. Pardon. C'était long. Ouais, c'est passé vite. Non, c'était pas long. C'était long, mais c'est passé vite. Ouais, c'est passé super vite. Donc ton podcast fait partie du label Orso Média. Et tu vois, même encore là, j'ai appris plein de choses. Donc c'était hyper cool. J'espère, vous, auditeurs et auditrices, que ça vous a plu aussi. Si vous voulez retrouver... Anne sur les réseaux sociaux, c'est pas très compliqué, mais on va vous faciliter la vie quand même. Je vous mettrai plein de liens dans le descriptif de cet épisode. Et puis Anne, merci beaucoup pour cet échange. Avec grand plaisir. On va suivre de très près tout ce que tu nous prépares dans les prochains mois. Ouais, merci beaucoup. Merci à tous. À très vite. Salut.